Le Bayern, dès demain, mon cher Polo, face à Leipzig, d'entrée un choc en Allemagne. Même si Leipzig, vu ce qu'ils deviennent, est-ce que c'est encore un choc? Sur le papier, c'est évidemment le match déjà d'ouverture, mais le match de la première journée. Le problème, c'est que Leipzig a fait un turnover très important cet été, avec notamment un nouveau coach, Ole Werner, qu'on comparait il y a encore quelques saisons avec Nagelsmann, parce qu'ils ont le même âge. Ole Werner est quelqu'un que je suis depuis des années en seconde division. J'ai suivi évidemment au Werder, et là on lui file une grosse écurie, et je ne suis pas persuadé qu'il ait les épaules pour pouvoir la driver correctement, à l'image du match de Coupe d'Allemagne le week-end dernier, où ils ont gagné 3-2, ils s'étaient menés 2 fois au score, c'était une superbe rencontre, sauf qu'en face, c'était pas une équipe du calibre du Bayern. Et à l'inverse, le Bayern a gagné la Super Coupe d'Allemagne, en mérité d'ailleurs. Le seul problème, et c'est un peu ce que je vois dans le football allemand version 2025-2026, en tout cas en début de saison, c'est que le meilleur joueur du Bayern lors de la Super Coupe, il s'appelle Manuel Neuer. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que sur le Stuttgart n'a pas été extraordinaire, mais évidemment, Bayern-Leipzig, ça fait saliver. Le problème, et on est encore dans les périodes de mercato, donc Xavi Simons est toujours là, mais on verra évidemment s'il sera présent à la fin de la saison. Il y a beaucoup de changements. Il y a le nouveau coach, encore une fois, où moi j'ai beaucoup de doutes sur les Werner. J'espère me tromper, évidemment. Et puis il y a ce Bayern qui pose beaucoup de questions. Personne ne pense qu'il ne gagnera pas le titre 2026, même assez facilement. Le problème, c'est que, à l'image de ce qu'a déclaré Harry Kane, il n'y a personne sur le banc. Il y a des déclarations qui font qu'on n'achète plus personne. Donc on verra ce qui va se passer évidemment d'ici fin août. Mais on est dans une période, j'ai envie de dire, paradoxale, très très paradoxale, puisque jamais les clubs allemands n'ont été aussi gros, aussi puissants. Mais c'est ce qu'on disait avec Julien, je ne sais plus, c'était début de semaine. À partir du moment où les Allemands ne peuvent pas rattraper et concurrencer la Première Ligue, ben eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils préfèrent s'occuper de la gestion plutôt que du sportif. Et donc ça, c'est un petit peu dommage, mais à la rigueur, c'est compréhensible. En tout cas, sur le papier, demain, il y a 2 très belles équipes, avec Luis Diaz, évidemment, côté bavarois, qui, lui... a réussi à ouvrir son compteur en Super Coupe d'Allemagne contre Stuttgart. Malheureusement, c'est la seule chose qu'il a fait. Mais Kane était en bonne forme. On est encore avec un milieu de terrain, Kimmich Goretzka. Alors ça commence à faire longtemps, parce que chaque année on dit que c'est plus possible, et finalement ils sont toujours là. Jonathan Tah, il est toujours nounours en début de saison. Et puis de l'autre côté, on a ce Leipzig qui évidemment est en reconquête, doit absolument retrouver cette saison une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Sauf que ce qu'on a vu encore une fois en Coupe d'Allemagne le week-end dernier, sur le papier, c'est une belle rencontre. J'ai peur que ce soit compliqué pour le club saxon demain. On va parler un peu mercato dans quelques instants, parce que mine de rien, le Bayer Leverkusen a pas mal recruté ces derniers temps. Juste sur le Bayern, Nkunku, apparemment ça coince. Chelsea veut un transfert. Le problème d'Nkunku, alors moi je serais le premier à être super content de le récupérer, parce que c'est vraiment le Français pour moi qui a symbolisé, en tout cas sur les dernières saisons, celui qui a eu une réussite extraordinaire justement à Leipzig. Leipzig qui voulait le récupérer aussi. Le problème, c'est qu'on nous parle d'Nkunku et 2 heures après on te dit que c'est complètement refroidi. Donc moi j'attends un petit peu, puis vu les déclarations en ce moment du côté de Munich, on ferme les portes, quoi. Il y a plus Mais c'est personne. Qui commande aujourd'hui à Munich c'est toujours le même. Hein. Il y a ceux qui bossent, et puis il y a celui qui dit comment ça se passe, quoi. Parce que sincèrement, comment tu vas commencer la saison avec donc qui c'est Uli, évidemment. C'est Uli le Lyonnais. Mais Edberg ou Edberg, il a un vrai poids ou pas? Parce que aujourd'hui, c'est un joueur de tennis. Oui. Je me suis trompé. Max Eberl, peut-être. Max Eberl, pardon. Eberl. Max Eberl. Il a un vrai poids ou pas? Parce que Polo, quand je vois aujourd'hui le matériel offensif du Bayern Munich, la rotation, c'est le petit Karl que j'aime beaucoup, que j'ai vu là, à la Coupe du Monde des clubs. Mais tu vas vraiment faire la saison avec Harry Kane, Olise, Gnabry et Luis Diaz? Maintenant, pour répondre à ta question, quand tu dis est-ce qu'il a vraiment du pouvoir, cite-moi un grand directeur sportif au Bayern. Ah ouais, non, j'ai pas. Dans l'histoire, il n'y en a pas. Il y en a eu un seul. C'est Uli Hoeneß quand il était manager. C'est pas compliqué.
Donc tout l'organigramme du Bayern ne tourne qu'au côté de Uli Hoeneß et évidemment Karl-Heinz Rummenigge qui ont repris, on l'oublie, le pouvoir très rapidement après l'épisode de Leverkusen. Donc aujourd'hui, le Bayern, et c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis 2 ans, est dans une période non pas compliquée, parce que le club est toujours excellemment géré et on pourrait leur reprocher d'avoir toujours des oursins dans les poches. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent plus sur le marché des transferts à concurrencer Manchester City, à concurrencer le PSG, à concurrencer le Real. Et enfin, je dis Manchester City, ça peut être Liverpool. Hein. Il faut voir le cas encore le plus récent, c'est évidemment Florian Wirtz. Donc, comme le Bayern, et notamment Uli Hoeneß, depuis 40 ans, n'a un seul objectif, c'est de ne pas se faire déclasser en Europe, eh ben, on cherche à être créatif, comme je dis, donc c'est de chercher de l'argent. Et on a encore, c'est quelque chose, il faut que je travaille un petit peu, je pense que j'en parlerai la semaine prochaine, c'est le système de la formation du club munichois. Il y a encore un Paul Wanner qui va partir, alors que c'est un grand espoir du football allemand, mais en fait, il part, tous ces jeunes qui partent, comme Tillmann, etc., mais on pourrait revenir il y a quelques années, des joueurs comme Emre Can, etc., qui auraient pu aider dans la polyvalence pour faire un banc très performant. Quand tu es au Bayern, c'est très compliqué, quand tu sors de centre de formation, de venir t'intégrer dans l'équipe première. Le seul qui a vraiment réussi dernièrement, il s'appelait Musiala. Avant, si je ne me trompe pas, il fallait revenir à là-bas. Il y a eu Toni Kroos avant, donc c'est très compliqué d'arriver à ce niveau-là. Ouais, mais... Le problème, c'est qu'ils utilisent ces transferts pour en fait financer des achats, mais c'est plus dans des écritures comptables. C'est-à-dire si tu achètes un joueur 45 millions sur 5 ans, vous savez que c'est chaque année, on peut amortir le coût du transfert, et quand tu vends un jeune 15 millions, en gros, tu as amorti la première année. Le problème, c'est la deuxième année. Donc chaque année, tu arrives dans un système un peu particulier. Donc le Bayern est un très très gros club européen évidemment, sauf qu'il n'y a pas de milliardaire ou d'État qui va te... Polo, sur la première ligue, je peux te rejoindre, mais par exemple, le cas Voltemade, attendez, juste, il y a 6 mois, tu connaissais Voltemade ? Non, moi je l'ai découvert là, récemment. Le vrai problème de Voltemade, c'est que moi je pense que c'est une hype extraordinaire. Non, d'accord, mais ils le veulent. Non, mais d'accord, mais déjà, moi, mettre 55-60 millions sur Voltemade, je sais non, pas, mais ça, d'accord, c'est ton avis, mais sur l'attractivité du Bayern, même sur le plan national, c'est quand même des profils qui, d'habitude, viennent assez facilement au Bayern. C'est juste ça, moi, que je veux soulever. Après, la qualité du joueur, est-ce qu'il va réussir, c'est autre chose. Non, mais le problème, c'est que des transferts comme ça, quand tu fais déjà 75 millions pour Luis Diaz, ressortir à nouveau 60 millions pour un autre joueur, ça veut dire que tu en as les montants de ce que tu pouvais faire pour Florian Wirtz. Moi, ce sont des montants que le Bayern ne fait pas. Il pourrait potentiellement le faire une fois de temps en temps. C'est la fameuse barre des 100 millions. Ils l'ont quasiment dépassé d'ailleurs avec Harry Kane. C'est-à-dire que le problème, c'est que tout le monde tombe sur Uli Hoeneß parce qu'il sort à un instant T une déclaration comme quoi le Bayern n'achètera pas des joueurs à 100 millions. Sauf que 15 ans après, évidemment, les prix ont augmenté et donc tu dépasses naturellement la barre des 100 millions et les gens lui reprochent ça, ce qui est débile d'ailleurs. Mais la question, c'est où en est le Bayern aujourd'hui dans cette phase de transition qui ne porte pas son nom parce qu'en Allemagne, on ne veut pas le dire. Or, parce qu'on a vécu 10 ans, 15 ans extraordinaires avec ce fameux Super Bayern, aussi bien de différents coachs jusqu'à Guardiola, etc. Sauf que ça fait quelques années quand même que le Bayern n'est plus celui qu'il a été. Et le problème, c'est que on veut toujours, y compris les nouveaux, ce que j'appelle moi les nouveaux supporters du Bayern sur les réseaux sociaux qui connaissent pas l'histoire du Bayern au passage, qui dès qu'il y a 3 matchs qui sont pas beaux, disent il faut virer le coach, il faut changer la direction, ça marche pas comme ça. Le Bayern, moi c'est surtout sur la densité en fait. Quand tu as perdu Matistel, Sané, Matistel, qu'est-ce qu'il a fait au Bayern? Müller, je parle pas de l'importance de ces joueurs-là. Je dis juste qu'en termes de densité sur moi je suis quand même étonné quand tu joues sur les deux tableaux d'être avec 4 joueurs pour 4 places offensives. Mais parce que la masse salariale a trop augmenté ces dernières saisons, et notamment depuis le premier, c'était ce fameux transfert de 80 millions d'Hernandez qui est arrivé au Bayern, et ensuite on a eu ce qu'on appelle en Allemagne des joueurs moyens. Moyen ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Quand tu arrives au Bayern, c'est que t'es pas un tocard. Mais qui ont été surpayés, surtout en masse salariale, ou prolongés. On a le cas Goretzka, etc., qui aujourd'hui, évidemment, n'est plus celui qu'il a été. Et les gars, ils veulent plus partir après. Et parce qu'ils ont des salaires mirobolants, etc. Or, le Bayern, ils sont dans une phase où ils veulent baisser la masse salariale pour repartir, évidemment. Et ça prend du temps, sauf que le Bayern ne peut pas se permettre de dire « je me mets en veilleuse pendant 3 ans ». Polo, bouge pas. Dans quelques instants, on est de retour. On demandera à Daniele qui sont, à son avis, les favoris de la Serie A cette saison. Il faut se mouiller. Et on a parlé, au passage, juste pour finir sur le Bayern, il y a une tentative sur Malik Fofana
mais prêt avec option d'achat, ce qui arrange pas l'OL. Donc en gros, ça va pas se faire, mais voilà, Malik Fofana, ça aurait pu aussi tout intéresser du monde. Et Julien Laurence sera là avec nous également dans quelques secondes. À tout de suite dans l'After. RMC, 22h, minuit, l'After Foot. Gilbert Bribois. 23h48, Walid Cherchour est là, tout comme Julien Laurence, qui nous rejoint, Florent Gautreau, Daniel Emmanuza et Polo Breitner. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Daniel, la Serie A démarre ce week-end. Qui, selon toi, est le favori numéro 1 cette année? C'est pas une question simple à répondre parce que. Oui, c'est pour ça que je te la pose. A priori, c'était Naples, mais comme vous savez, Lukaku, il s'est blessé. Donc là, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il va faire Naples, s'il va y avoir Højlund qui arrive, ou s'ils vont jouer avec un double faux neuf, De Bruyne, McTominay, ou Luka. Quand même, ça fait 4 mois que Lukaku il va être blessé, donc ça va être compliqué. Mais moi, je vois très bien la Juventus, franchement. Personne ne parle de la Juventus. Il parle des Milan, parce que Milan AC, ils ont fait des bons recrues. Et il y a Allegri qui a amené toute une ère, un peu un esprit de printemps, quoi. Même si il faut attendre les premiers matchs pour comprendre comment elle va jouer Milan. Je pense que ça va pas être trop les printemps du foot, quoi, sur un point de vue stylistique. Mais la Juventus, il n'en parle pas beaucoup. Tudor, il a pu faire toute la préparation. Il a une équipe, franchement, elle est courte, c'est-à-dire il n'a pas beaucoup de remplaçants, surtout à la défense. Mais l'équipe qui commence le match, elle est franchement pas mal. Et il a l'air de l'avoir vraiment motivé sur un foot agressif, comme il n'est pas arrivé à faire l'année dernière, parce qu'il aussi devait faire des points pour arriver à la Champions League. La Champions League, il attend. Donc là, il peut commencer l'année comme il veut, avec un foot plus agressif, plus avec comment dire, la ligne de défense plus en haut. Ils disent, on l'a vu à la Coupe du Monde pour club, il pète la forme. Jonathan David, c'est un joueur parfait pour la Juventus. Dommage pour Colomboigny que c'est pas encore comment dire, signé, et apparemment dans les dernières heures il y a des problèmes avec les PSG. Mais ça aurait été comment dire, les derniers joueurs qui allaient compléter cette équipe. Mais franchement, moi, je le veux bien. Et le Naples, après, oui, Naples, ils sont les favoris. Ils ont pris De Bruyne, Bokema, Milinkovic-Savic. Par contre, comment ça va se passer sans Lukaku, ça, on ne va pas savoir. Tu nous as pas cité Rome, là. La Roma, non. Non, la Rome, c'est un mystère. C'est un mystère. On va voir déjà le premier match. Mais là, il vient de prendre un joueur que ils l'ont beaucoup attendu, c'est-à-dire Léon Bailey. Pour Gasperini, c'était l'achat qu'il demandait depuis longtemps, et il s'est blessé tout de suite. Il s'est blessé lui aussi, il a un problème à la cuisse, donc il va pas être là pour les premiers matchs. Il paraît que Sancho, il veut pas venir à Rome. Je pense qu'il ne sait pas comment on peut bien manger à Rome, tous les bons monuments qu'il y a, la mer elle est pas loin. Je sais pas il a d'autres programmes, Sancho, en gros. Donc peut-être il y a Fabio Silva. Mais Fabio Silva aussi, c'est un homme qu'on fait depuis longtemps. Et après, on a beaucoup de confiance dans l'effet Gasperini. Mais Gasperini aussi, il a obtenu ce qu'il a obtenu, pas en 6 mois, pas dans une seule année, mais en plusieurs années à l'Atalanta, à Bergame. Donc, il ne va pas y avoir un effet de choc tout de suite. Surtout qu'à Rome... Gasperini, Sancho, ça peut être sympa, non? Oui, tout le monde... ils ont tous tendance à oublier un peu que Gasperini, oui, il peut virer tout de suite des joueurs, même importants il a fait avec Boga, quand il a pris Boga de Sassuolo, il n'a pas aimé, il a fait avec plusieurs d'autres joueurs. Mais oui, Sancho, pour les niveaux italiens, ça pourrait être un joueur important. Dis-moi, Daniele, parce que bon, comme tu es le petit nouveau des drôles de l'âme, il faut que tu nous dises un peu quel est ton club en Italie quand même. Justement, c'est la Rome. Moi, j'ai grandi à Rome. J'ai toujours supporté la Rome, mais il faut dire, je suis aussi un supporter un peu particulier parce que mon père, il supportait la Lazio. Donc, voilà. Moi, je suis pas, comment dire, j'ai pas la haine. Oui, non, moi, ça va, je le prends avec un bon esprit. Quand la Lazio gagnait, j'étais content pour mon père. Quand la Rome elle gagnait, mon père il était content pour moi. Donc, voilà, c'était moins dur.
Bon, il n'y a pas de gros match ce week-end, il n'y a pas de gros choc pour démarrer. Ça démarre, on va dire, tranquillement en Italie. Moi, je pense que justement, Roma-Bologne, c'est un match important pour la Roma. Parce que Bologne, ils partent avec beaucoup d'ambition. Ils ont fait aussi, eux, ils ont perdu des joueurs. Bien sûr, ils ont perdu Ndoye pour 45 millions, 42 millions à Nottingham Forest. Ils ont perdu Beukema qui allait pour 30 millions à Naples. Mais c'est la deuxième année des Italianos. C'est l'équipe la plus agressive en Italie. Ils ont l'index PPDA les plus bas. C'est lui qui marque les temps à disposition d'une équipe avant que l'équipe fasse une intervention défensive. Ah, ça, je ne l'avais pas. L'index PPDA, pour chez nous, PPDA, c'est autre chose. Mais... oui, je sais. On a déjà parlé un peu. Mais ils ont fait de bons recrues. Ils ont pris Martin Vitic, qui c'est un bon défenseur de la République tchèque. Il a été aussi convoqué pour le championnat d'Europe. Orsolini, il était très en forme l'année dernière. Il avait fait 15 buts, 5 assists, 5 passes décisives, pas beaucoup de minutes. Un goal, un assist tous les 94 minutes. Donc c'est très bien. Et là, il y a Jonathan Rowe qui va arriver. Ils ont pris Bernardeschi et Mobile, qui c'est bon. Point question, mais c'est une bonne équipe. Et Juventus Parme aussi, c'est intéressant parce que Parme, moi, c'est un peu mon équipe chouchou cette année. Je pense qu'ils vont très bien faire. Ils ont ça pris peut être une équipe surprise, quoi. Oui, ils ont pris des joueurs, beaucoup d'Argentins. Ils ont pris Mariano Troilo pour substituer Leoni qui est parti à Liverpool. Et Troilo, il est super intéressant, il est très fort. Christian Ordonez, c'est un Argentin, un milieu de terrain, des contrôles très techniques. Lui, il va jouer avec Mandela Keita et Bernabé. Ça va être un milieu de terrain très technique, très, très intéressant. Et après, ils ont un buteur que l'année dernière, il avait commencé à montrer sa vraie forme, Matteo Pellegrino. Et je pense que lui, cette année-là, il va faire très bien. Donc moi, je pense aussi, la Juventus, elle doit faire attention à Parme. Très bien, voilà, retenez donc Daniele qui nous parle de la Juve là, dès le mois d'août. Si la Juve gagne le championnat, on te rappellera que tu nous l'as dit avant tout le monde. Et on te dira bravo. Merci. En Angleterre, ce week-end, le gros match, c'est samedi, 13h30, City-Tottenham. Ouais, celui-là, et puis lundi soir aussi, Newcastle-Liverpool, qui va être vraiment intéressant entre le champion, le champion et le dernier 5e du championnat. Mais oui, on commence par un derby de Londres, encore un pour Chelsea, puisqu'ils vont à West Ham vendredi soir, donc demain soir. Ils commencent par 4 derbys londoniens. Chelsea, puisqu'ils ont déjà affronté Crystal Palace le week-end dernier. Là, ils jouent donc à West Ham. Ensuite, ils reçoivent Fulham et ils vont à Brentford. Donc, pour les 4 premiers matchs de la saison, ils ne bougent pas de Londres, ce qui est assez exceptionnel en soi. Je crois que ce n'était jamais arrivé avant. Mais oui, tu l'as dit, le match de 13h30 de samedi entre City et Tottenham qui nous garantit toujours au début. Il se passe toujours quelque chose dans ces matchs-là. Ça va être très bien. Et puis donc, bien sûr, lundi soir, le Newcastle-Liverpool à 21h française qui risque d'être très sympa aussi. Alors Newcastle, on n'a pas eu le temps d'en parler hier, mais Newcastle a dit nous, on n'a jamais rien dit, on n'a jamais dit à Ishak qu'il pouvait partir en fait. Donc je sais pas qui dit quoi, qui dit la vérité, mais... Moi, on m'a dit que Ishak était allé voir Eddie Howe, l'entraîneur, en fin de saison dernière pour lui dire voilà, moi j'ai fait le tour un petit peu ici, on s'est encore qualifié pour la Ligue des Champions, on a gagné la Coupe de la Ligue, c'est le premier trophée en 55 ans dans l'histoire du club, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais qu'il voulait passer à autre chose, surtout dans une année de pré-Coupe du Monde. Et qu'on lui avait plus ou moins dit au club, oui, il n'y aura pas de problème si l'offre est là sur la table. Et c'est toujours la même question, Gilbert. Hein. C'est à chaque fois, les clubs disent aux joueurs, oui, si la bonne offre arrive, on te laissera partir. Mais la bonne offre, ça ne veut rien dire, en fait, tant que ce n'est pas écrit noir sur blanc, comme une clause de sortie, par exemple. Et parce que dans le même communiqué hier, Newcastle dit aussi, notre valuation d'Alexander Isak n'a jamais été... personne n'a jamais mis ce prix-là sur la table. Liverpool, on le sait, a fait une offre qui était inférieure à ce que Newcastle voulait. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de deuxième offre. C'est ça aussi le problème. C'est que, Newcastle n'a pas eu l'argent qu'il voulait. 2, ils n'ont pas encore trouvé de remplacement à Isak. Et ça explique pourquoi il est encore là. Et il va jouer lundi ? Non, il est toujours pas à Newcastle, il est encore à San Sébastien, il s'entraîne tout seul dans les installations de la Real Sociedad. Non, il a mis sa maison en vente. Ouais, non, c'est pas, il a pas du tout envisagé de revenir avant la fin du marché des transferts. Ah, ok.